Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une levée de bouclier contre la démarche d'un candidat à l'élection présidentielle, lequel s'est attribué la victoire à ce scrutin. Pourtant, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats officiels. Dans ce journal, vous suivrez l'avalanche de critiques contre le candidat du MRC, mais aussi les réactions des différents observateurs internationaux sur le déroulement de ce scrutin qui a été émaillé dans les zones rurales. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une avalanche de critiques après la démarche du candidat du MRC à l'élection présidentielle, lequel s'est attribué une victoire au terme de ce scrutin. Selon le secrétaire général adjoint du RDPC, Maurice Kamto, a outrepassé les lois et règlements de la République. Grégoire Ona exhorte les populations au calme et à l'attente des résultats conformément à la loi. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a également critiqué la démarche de Maurice Kamto. Il précise que seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats, et ce, dans un délai de 2 semaines après la date du scrutin. Et le gouvernement, qui avait déjà attiré l'attention des candidats à l'élection présidentielle, ils ont été appelés à plus de retenue au soir de ce scrutin présidentiel. Paul Atangadi, qui a fait le point sur le déroulement de ce scrutin à travers le triangle national. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. Il a gardé un ton et des mots qui lui sont traditionnels. Paul Atangadi a mis en garde contre une contestation de l'issue du scrutin par les voix non reconnues par la loi, a-t-il dit, clairement menaçant. Je tiens à cet effet à souligner que la proclamation des résultats officiels de l'élection présidentielle relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Personne n'a le droit de se substituer à cette instance juridictionnelle. Toute forme de remise en cause du verdict des urnes en dehors des voies légales ne sera pas tolérée. Et je dis bien de qui que ce soit. Le ministre de l'administration territoriale, qui a admis des tensions dans des localités de la région du centre et de l'ouest, se réjouit du climat de sérénité dans lequel les opérations de vote se sont déroulées après avoir présenté les statistiques mises à disposition par Elections Cameroun. Au nom du gouvernement, nous tenons à féliciter le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, qui depuis le début de ce processus a fait preuve de maturité et de patriotisme. J'invite les acteurs politiques à lui emboîter le pas et à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité afin que le processus qui a si bien commencé se termine dans le même esprit. Aucune allusion aux 2 régions anglophones en crise, où l'engouement des électeurs n'a pas été observé. La tenue sereine du scrutin dans le nord-ouest et le sud-ouest était l'un des principaux défis du gouvernement. Quel est le regard des observateurs de Transparency International? Ils ont sillonné le pays durant cette journée du 7 octobre, date d'élection présidentielle au Cameroun. Ils font l'évaluation dans ce compte rendu que signe Gizogo. Vous parlez donc de ces observateurs internationaux qui ont sillonné le Cameroun durant cette élection présidentielle. Ils ont évoqué les différents cas d'anomalies observés durant ce scrutin présidentiel. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Gizogo. Au lendemain du scrutin présidentiel, les observateurs internationaux commencent à rendre leur copie. C'est Transparency International qui a la première sacrifié à cet exercice après le retour de ces observateurs du terrain. À Boya, l'organisation internationale a pu constater les effets de la crise anglophone. C'était vraiment une ville morte, c'est-à-dire Bouya comme Limbé. Et nous n'avons pas vu beaucoup d'électeurs.
Quant à Douala, où l'équipe de Transparency a aussi séjourné, c'est une ambiance différente qui y a régné. J'étais à Douala, au collège Agapé. J'ai trouvé la manière de faire très, très pédagogique. Vraiment pédagogique. Un embryon de démocratie. Vraiment. Ça s'est vraiment passé de manière très démocratique. Au cœur d'une polémique relative à un cas de fraude relevé par le MRC, à Baham, les yeux de Transparency font remonter 2 expériences observées dans cette localité. L'une écarte l'idée des irrégularités. Nous étions tous les deux à la chefferie, chacun dans un bureau différent. Alors, la porte a été fermée, la fenêtre est restée ouverte, donc je n'étais pas la seule observatrice. Il y avait une vingtaine de citoyens camerounais derrière moi, donc, qui étaient là et qui pourraient attester de la même chose. La boîte a été ouverte. Et le vote a été arrêté, nous étions là avant 18h. Le vote a été arrêté, il n'y avait pas un nombre de votants exceptionnel. Donc en fait, je ne pense vraiment pas qu'il y ait eu de jeu de cartes. L'autre s'apaisantit sur le fait que la confusion autour du retrait de la candidature d'Akeremouna puisse entacher le scrutin. Il y avait eu au moment du dépouillement un vrai désarroi. C'est-à-dire la question qui s'était posée, c'était de rajouter les voix qui avaient été affectés aux 2 candidats faisant partie de la coalition. C'est-à-dire que finalement, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait ajouter, pas ajouter, est-ce qu'il fallait les enlever, est-ce qu'il ne fallait pas les enlever? Et je crois que ça va créer, un vrai problème, probablement même. S'il y a un point sur lequel cette élection sera entachée, c'est par cette ambiguïté qui est en train de se poser. Mais au total, Transparency International conclut qu'aucun acte irrégulier de nature à compromettre le scrutin n'a été relevé de sa part. Ce que nous avons vu, c'est-à-dire, ce sont des irrégularités qui ne touchent pas vraiment de façon marquante à la crédibilité des élections, mais qui restent quand même des irrégularités qui peuvent être que nous sommes obligés de rapporter. C'est généralement un problème d'organisation ou un problème technique. Après Transparency International, la copie des autres observateurs internationaux sera scrutée avec attention. Et d'autres organisations de la société civile au Cameroun qui ont dénoncé des cas de violence et d'achat de conscience durant ce scrutin présidentiel, observation faite à travers le triangle national. Des précisions avec Joël Essengé et Ike Cyril. On parlait donc de ce reportage concernant les organisations de la société civile qui ont relevé des cas de violence, mais aussi des cas d'achat de conscience durant ce jour du scrutin présidentiel. Ils en parlent dans ce reportage de Joël Essengé et Ike Cyril. De l'avis de certaines organisations de la société civile, l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a été émaillée de plusieurs incidents. Women International League for Peace and Freedom note tout d'abord l'achat des consciences. Nous avons eu des cas d'achat de vote où on remettait de l'argent à des électeurs pour leur imposer un certain choix au niveau de l'ouest et du centre. Et dans le littoral également. Et dans le centre également, nous avons eu des cas où des électeurs sont arrivés dans des bureaux de vote et on leur a demandé d'entrer de jeu de ne pas, après avoir accompli leur devoir de vote, de ne ni froisser les bulletins, ni les déchirer, et de les déposer exactement tels qu'ils sont dans la poubelle. Autre irrégularité constatée durant le scrutin, l'absence des bulletins de vote de certains candidats dans certains bureaux de vote. Nous en avons une vingtaine de cas signalés, des bulletins de certains candidats qui étaient inexistants ou alors en très faible quantité, qui étaient en rupture à un certain moment de la journée. Et dans un des bureaux de vote, les bulletins étaient dans le carton, mais le président a littéralement refusé de le placer sur la table. Si l'organisation note que le discours de la haine a prospéré pendant l'élection, elle déplore également des cas de violence sur certains électeurs. Nous avons eu des cas de violence physiques et également, je pense que c'était dans le centre, oui, et également au niveau de l'ouest et du littoral. Le premier cas qu'on nous a signalé, c'était le cas d'une dame qui a été bastonnée. Et en plus d'être bastonnée, on lui a demandé, va faire ça à Bamenda. Ça, c'est des cas, c'est-à-dire au-delà de la violence, il y a les messages de haine, le discours de haine, de tribalisme qui revenait. Tous ces cas ont été répertoriés à partir du centre d'écoute et de veille
installé dans un hôtel de Yaoundé. Un numéro vert, le 8243, était mis à la disposition des citoyens pour reporter les incidents observés sur le terrain. Wilf Cameroun dit avoir pris toutes les mesures pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas de déclarations mensongères. Tous les coups de fil que nous recevons, nous prenons la peine d'identifier celui qui nous appelle. La personne doit nous donner son nom, sa localité, son numéro de téléphone, avant même que nous puissions l'écouter. Et bien entendu, quand nous l'écoutons, il y a un certain nombre de questions que nous posons aussi pour être sûrs. Dans le septentrion, des électeurs ont éprouvé de sérieuses difficultés à exercer le droit de vote et pointent un doigt accusateur sur une mauvaise organisation de ce scrutin présidentiel dans certains bureaux de vote. Des précisions avec Amadou Daïrou et Julienne Berthe-Bissaye. À Marois, dans la région de l'extrême nord, l'élection présidentielle du 7 octobre s'est déroulée dans la sérénité. Nous pouvons dire au plan sécuritaire que nous sommes satisfaits des mesures prises. La combinaison ou le binôme force de défense et de sécurité et comité de vigilance qui a couvert l'ensemble de la région, dans les zones périphériques, dans les zones où j'ai dit régnait Boko Haram. Donc nous sommes satisfaits parce qu'aucun incident, aucun accident n'a été signalé jusqu'alors. Cependant, quelques facteurs ont émaillé le déroulement de ce scrutin. Ici, ce sont des véhicules abandonnés en bordure de route qui font office d'indication d'un bureau de vote. À côté de ceux-ci se retrouvent les effigies des candidats Paul Biya du RDPC et Garga Aman Adi de l'ADD, bien affichés dans le bureau de vote. La majorité des électeurs inscrits, abordés par les observateurs, n'ont pas voulu accomplir leur devoir civique. Bon, j'ai eu à constater que les gens étaient réticents pour voter. Donc il y a moins, le taux de participation est très bas par rapport aux échéances de 2004 et 2011. J'ai eu à rencontrer une dizaine d'électeurs qui n'ont pas pu voter. Et je leur ai demandé pourquoi ils ne sont pas partis remplir leur devoir civique. Certains me répondent que cette élection du 7 octobre n'a pas d'enjeu. Eux, ils se préparent pour les municipales et les législatives prochaines. Malgré cette réticence, certaines élites se réjouissent d'être passées aux urnes. C'est un sentiment de joie et de devoir accompli. C'est un devoir citoyen, venir voter. Je suis très content d'avoir voté. Il ne reste plus qu'à attendre la proclamation des résultats. Dans la région de l'Ouest, les regards étaient tournés vers la localité voisine à ces villes anglophones en proie à des tensions. Comment le vote s'est déroulé à Fongotongo, mais aussi à Bafoussam. Élément de réponse avec Leclerc Sakem. L'élection présidentielle a commencé timidement dans la région de l'Ouest qui compte 729 300 électeurs repartis sur 2530 bureaux de vote. Le numéro 1 de cette région a accompli son devoir civique à 8h30 à la communauté urbaine de Bafoussam. Dans le département de la Ménois, la sécurité a été renforcée. Au lissement de Songotongo, il fallait montrer palle blanche pour traverser les différentes barrières érigées par les comités de vigilance. Sur les 28 bureaux de vote que compte cet arrondissement, 2 ont été délocalisés de Fosso-Lelem pour l'intérieur de Fongotongo, le village ayant connu les exactions des bandes armées. Depuis 3 mois, nous sommes dispersés dans Fongotongo. Et jusqu'à nos jours, comme nous sommes en train de voter, notre bureau de vote est à Fongotongo pour le moment. Mami Wata, c'est grâce à ces gens-là. Ce sont eux qui nous ont chassés au village et brûlé même nos maisons. Moi-même, par rapport avec une maison de 3 cases, ils ont tous brûlé tous les 3 cases avec mes matériels dedans. Donc, je suis là, comme vous me voyez là, présentement, il n'y a rien sur moi, en dehors de ce que j'ai porté comme des habits. Dans les 2 bureaux de vote délocalisés, on tourne les pouces. Sur notre liste, nous avons près de 300 personnes. Mais malheureusement, vu l'exode forcé qui a contraint les habitants à quitter le village, je ne suis pas convaincu que nous pourrons avoir 50 votants, 50 électeurs. Je ne suis pas convaincu. De Fongotongo, pour Equinox Télévision, Leclerc Sakem.
Et juste à côté de Fongotongo se trouvent les villes anglophones. Comment les populations là-bas se sont-elles réveillées au lendemain de ce scrutin présidentiel, journée déclarée ville morte? On voit tout cela dans ce reportage que signe Eric Martial Diomo. Réveil timide et froid dans le nord-ouest après les mouvements et les affrontements qui ont marqué la journée électorale du 7 octobre. De nombreuses patrouilles de forces de défense et de sécurité ont sillonné la ville de Bamenda en ce lundi, décrété mort comme tous les lundis depuis bientôt 2 ans. Une présence dissuasive observée au lieu dit Custom Junction notamment. Les commerces sont restés fermés alors que les quelques habitants encore présents dans ces quartiers sont restés cloîtrés chez eux. À Mile Creek Queen, St. Paul Junction, Old Town, Commercial Avenue, Bamenda Queen, que nous avons visité, pas l'ombre d'une vie n'a été aperçue. Scénario similaire dans le sud-ouest, précisément à Kumba, dans la Mémé. En dehors des patrouilles, les quartiers Sonak Street ou encore Bissek Junction ont brillé par l'absence de vie en cette journée de ville morte. 4 heures après ce scrutin présidentiel, et les CAM s'activent au rassemblement des procès-verbaux, mais aussi, bien sûr, à la collecte des différents matériels de vote utilisés durant la journée de dimanche. Et je précise que les résultats officiels de cette élection présidentielle seront connus dans 2 semaines, et seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer ces résultats. L'ambiance à Elekam, c'est avec Flavien Walondongo. Reportage. Au bureau régional de l'ECAM pour le littoral à Douala, 24 heures après le scrutin, le personnel n'est pas au chômage. Nos antennes communales ont reçu les procès-verbaux venant des bureaux de vote hier, tard dans la nuit, et dans les antennes, on est en train de les classer par centre de vote pour faciliter la tâche à la commission départementale de supervision. C'est un travail qui est censé être fait 48 heures après le vote. Et c'est à l'issue que la commission départementale entre en jeu pour rendre compte. La commission départementale, elle, va centraliser les différents votes de tous les arrondissements et donc elle transmettra son procès verbal 72 heures au plus tard après la clôture du scrutin à la commission nationale de recensement des votes. Pendant que l'organe en charge des élections au Cameroun collecte le matériel et les procès-verbaux venus des démembrements, l'autre étape est consacrée au recours introduit par les candidats insatisfaits. Celui qui conteste les résultats a 72 heures à compter de la fermeture du scrutin pour saisir le Conseil constitutionnel. Dans les 24 heures, le Conseil affiche ou communique la contestation aux intéressés. Et les intéressés ont, 48 heures pour répondre. Cette autre phase peut conduire à l'annulation partielle au total du scrutin dans le cas où les preuves fournies par le plaignant sont avérées. Et dans les 20 jours au moins et 40 jours au plus, un autre scrutin est organisé. Voilà à quoi s'attelle le personnel l'ECAM dès le lendemain du scrutin du 7 octobre 2018 à Douala. La clé de l'autonomisation des femmes, c'est l'entrepreneuriat. Et des femmes leaders qui font dans l'entrepreneuriat l'ont compris. Il s'agit de la Cameroon Women Business Leaders qui a organisé une fois de plus une session de formation des femmes dans les différentes initiatives qui peuvent générer des revenus et permettre qu'elles soient autonomes afin d'améliorer leur accès à la fois à des revenus mais aussi au milieu de l'entrepreneuriat. Des précisions dans ce reportage que signe Xavier Foucault. Le contexte actuel est dominé par une certaine vulnérabilité économique et sociale des femmes qui font face à un accès très limité aux ressources essentielles. C'est fort de ce constat que Mme Adélaïde Ngalemiano a pensé à la création de la Cameroon Women Business Leaders Association qui vise certains objectifs. D'autonomisation et de développement de l'entrepreneuriat des femmes au service de la collectivité, au service aussi de l'émergence du Cameroun. Pour être visible, rester au devant de la scène. Lancée en mars 2017, la Cameroon Women Business Leaders Association entretient certaines valeurs. En bonne place, l'audace. La première valeur qu'une femme doit avoir, c'est avoir l'audace. Avoir l'audace
d'avoir un projet, avoir l'audace de mettre ce projet en route, quelles que soient les difficultés. Nous attendons d'elle, c'est qu'elle prenne confiance en elle et surtout qu'elle réussisse. À l'audace s'ajoutent d'autres valeurs telles le partage, le professionnalisme, l'éthique et le leadership. C'est dans cet esprit que la Cameroun Women Business Leaders Association a tenu la première session de la 4e édition du séminaire de formation en gestion d'entreprise gratuite sous le thème « Comment mieux gérer son entreprise ». Cette formation, comme le thème l'indiquait, c'est un séminaire de formation qui va aider ces dames, comment bien gérer son entreprise, qui va aider ces dames à formaliser la gestion de leurs entreprises, à adopter des pratiques managériales pour pouvoir développer leur micro-entreprise. Pendant 2 jours, les potentiels chefs d'entreprise et celles qui le sont déjà ont été longuement édifiés sur des techniques diverses de gestion d'entreprise. Elles en sont réparties satisfaites. Cette séance de travail nous a permis de pouvoir mieux structurer notre façon d'organiser notre entreprise. Je n'avais pas la capacité de gérer l'entreprise parce que je n'avais pas les connaissances nécessaires. Je commençais et puis du coup je suis calée et puis je rentre en faillite. Mais comme j'ai assisté à ce séminaire, je pense que j'ai retenu quelque chose et cela va m'aider à améliorer ma façon de mieux gérer mon entreprise. J'ai maintenant des armes pour aller vers une création d'entreprise et me mettre en entreprise. Les participantes ont reçu des diplômes de fin de formation et se sont séparées dans la gaieté en prenant rendez-vous pour le mardi 16 et le mercredi 17 octobre 2018 pour la 2e session de cette formation. Ce sera au siège de l'association SI à la rue du Commandant Fuller à Akwa, Douala. Ce soir, le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari s'exprime 24 heures après l'élection présidentielle, juste au moment où un candidat à cette élection s'est attribué la victoire. Pourtant, seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats de cette élection, et ceci dans un délai de 2 semaines. Le ministre Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, qui a critiqué cette démarche, rappelant que la loi autorise seul le Conseil constitutionnel pour proclamer les résultats de l'élection présidentielle, et la démarche du candidat du MRC a été critiquée et contestée par plusieurs leaders politiques. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 24 heures après la clôture du scrutin, et les CAM clôture comme ça, et il va même acheminer les procès-verbaux en direction de Yaoundé. C'est la procédure inscrite dans le code électoral. Après le scrutin présidentiel, l'heure est à l'acheminement des procès-verbaux vers la Commission nationale de recensement général des votes, et les différents candidats à l'élection présidentielle s'activent eux aussi à énumérer les différentes irrégularités qu'ils auraient observées, et probablement des contentieux post-électoraux pourraient survenir, et le Conseil constitutionnel doit entrer en scène d'ici les prochains jours si des candidats trouvent à redire sur les différents procès-verbaux que leurs représentants les ont acheminés eux aussi dans leur quartier général. Un candidat est déjà déclaré vainqueur à cette élection. Et une avalanche de critiques à son encontre, la démarche qu'il a utilisée est critiquée à la fois par Grégoire Ona, mais aussi le gouvernement qui s'exprime par la voix du ministre de la Communication ce soir, critiquant la démarche qui vise à s'attribuer une victoire. Pourtant, il faut attendre que l'autorité compétente, à savoir le Conseil constitutionnel, puisse donner les résultats de cette élection présidentielle. Et cette contestation également est observée au sein du RDPC, avec Grégoire Ona qui appelle les populations au calme et qui fait savoir que seule l'instance qui est le Conseil constitutionnel est habilité à donner les résultats de l'élection présidentielle. Aucune tendance ne peut être évoquée et utilisée comme des résultats officiels de cette présidentielle. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel du débrief. Madame, monsieur, bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h.
Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie des invités.